Le circuit de refroidissement des moteurs en V de 6 pouces 25 d'alésage. La présente vidéocassette montre des scènes filmées sur le puits de forage Rowan Midland. La tour de forage est la propriété de Rowan International de Houston, Texas. Nous remercions la société Rowan International et ses employés de leur précieuse collaboration dans la réalisation de cette vidéocassette. La salle principale des machines du puits de forage comporte 5 moteurs D399. Quelques-unes des scènes montrent ce moteur de 16 cylindres de 6 pouces 1 quart d'alésage. D'autres scènes ont été filmées en studio sur un moteur D379 pour que vous puissiez voir plus clairement les organes externes. Introduction. La présente vidéocassette décrit le circuit de refroidissement des moteurs en V de 6 pouces 25 d'alésage ainsi que les méthodes d'entretien et de maintenance. Nous allons parler de 2 types principaux de circuits de refroidissement. Il y a le système avec radiateur qui est illustré dans ce schéma et le système avec échangeur de chaleur externe illustré dans ce schéma. Nous parlerons d'abord du système avec radiateur. Circuit de refroidissement avec radiateur. Voici un moteur D379 équipé d'un circuit de refroidissement avec radiateur. Il est utilisé comme groupe électrogène de secours. Le circuit de refroidissement avec radiateur s'utilise aussi normalement sur les moteurs des puits de forage terrestres. Ce moteur est équipé d'un réchauffeur sur le côté droit. Suivons le débit du liquide réfrigérant dans le radiateur en utilisant ce dessin. Plus tard, nous examinerons les différents organes sur le moteur même. Nous allons commencer par la pompe à eau des chemises. Cette pompe à eau est du type centrifuge et est entraînée par les pignons avant. La pompe envoie le liquide réfrigérant à travers le radiateur d'huile. Le radiateur d'huile est un échangeur à coquille et à tube. Sur les moteurs D399, une partie du liquide réfrigérant passe directement du radiateur d'huile dans le bloc cylindre. Après avoir passé dans le radiateur d'huile, le liquide réfrigérant pénètre dans le carter du volant situé à l'arrière du moteur. Le carter du volant comporte 2 passages, un passage supérieur et un passage inférieur. Le liquide réfrigérant passe par le passage supérieur vers le côté gauche du carter du volant. Une partie du liquide va directement dans le passage inférieur à travers l'orifice. Et une partie du liquide réfrigérant est envoyée directement vers le refroidisseur d'admission pour refroidir l'air arrivant dans le turbocompresseur. Le liquide réfrigérant sort du refroidisseur d'admission sur le côté gauche, puis pénètre dans le passage inférieur du carter de volant. Le passage inférieur envoie le liquide réfrigérant par des orifices vers les cylindres gauche et droit du moteur. Le liquide réfrigérant coule à travers le bloc et autour des chemises de cylindres. Puis il passe à travers les tuyaux pour aller au collecteur d'échappement à chemise d'eau. L'eau circule à travers les chemises qui entourent les collecteurs d'échappement vers l'avant du moteur jusqu'au boîtier du thermostat. Les thermostats commandent le débit du liquide réfrigérant vers le radiateur pour régler la température du circuit de refroidissement. Quand la température du liquide de réfrigérant est suffisamment élevée pour que le thermostat s'ouvre, la plus grande partie du liquide réfrigérant va vers le radiateur pour se refroidir et rentre dans la pompe à eau. Quand la température du liquide réfrigérant est trop basse pour ouvrir les thermostats, le liquide passe par une canalisation de dérivation pour aller à la pompe à eau, puis par le moteur pour être réchauffé rapidement. Une partie du liquide réfrigérant passe néanmoins tout le temps par la canalisation de dérivation.
Examinons à présent les différents organes de ce moteur V8 D379 qui est dans notre studio. La pompe à eau des chemises est située à l'avant sur le côté droit du moteur. La pompe est entraînée par les pignons avant. Dans le manuel d'atelier, cette pompe est appelée la pompe à eau douce. Nous allons suivre le trajet du liquide réfrigérant avec cette marque noire que vous voyez à l'entrée de la pompe à eau. Le liquide pénètre dans la pompe venant du radiateur. La pompe est une pompe centrifuge. Elle envoie le liquide réfrigérant à travers le radiateur d'huile vers le passage supérieur dans le carter de volant. Le liquide réfrigérant traverse le passage supérieur dans le carter de volant vers ce coude. Ce coude est monté avec une plaque qui comporte une ouverture donnant sur le passage inférieur. Cette ouverture dans la plaque permet à une certaine quantité de liquide réfrigérant de passer directement vers le passage inférieur. Une partie du liquide réfrigérant passe dans ce tuyau vers le refroidisseur d'admission. Il passe à travers le faisceau arrière du refroidisseur d'admission, à travers ce conduit ou boîtier, puis il revient à travers le faisceau avant du refroidisseur d'admission, à travers ce tuyau vers le passage inférieur dans le carter de volant. Le liquide réfrigérant va au cylindre gauche par une ouverture dans le passage inférieur. Et passe par le passage inférieur pour se diriger vers une ouverture située dans le côté droit pour aller au cylindre de droite. Le liquide réfrigérant circule dans les blocs cylindres et dans les culasses et ressort par des canalisations vers les chemises qui entourent les collecteurs d'échappement. Et jusqu'au boîtier de thermostat. Voici le moteur vu d'en haut. Le liquide réfrigérant passe dans les chemises des collecteurs d'échappement vers le tube transversal et vers le boîtier de thermostat. Voici la canalisation de dérivation de la pompe à eau. Ceci termine notre aperçu sur les différents organes et les trajets du liquide réfrigérant dans le système de refroidissement avec radiateur. Ce système est également appelé circuit de refroidissement à eau des chemises quand il est utilisé avec un échangeur de chaleur. L'eau des chemises ou solution réfrigérante entre en contact avec les organes du moteur et les différentes pièces du système. Le réfrigérant empêche l'oxydation du moteur. Examinons à présent un circuit à eau de chemise avec un échangeur de chaleur en lieu et place d'un radiateur. Circuit de refroidissement avec échangeur de chaleur. Le circuit avec échangeur de chaleur est assez comparable au circuit avec radiateur, sauf qu'il comporte un vase d'expansion, un échangeur de chaleur et une pompe à eau brute ou eau de mer. Dans ce système, l'eau de mer, montrée par une flèche blanche, prend la chaleur du liquide réfrigérant chauffé par le moteur dans l'échangeur. Elle refroidit le circuit d'eau des chemises, indiqué par une flèche noire. L'eau de mer n'entre pas en contact avec les organes du moteur et les différentes pièces du circuit. Par eau de mer, appelée encore eau brute, on entend eau salée, eau de fleuve, eau de lac et toutes les autres eaux qui ne répondent pas aux caractéristiques de l'eau douce et que l'on appelle communément eau potable. Les circuits à eau de mer ou à eau brute peuvent être équipés d'une pompe à eau de mer. Cette pompe est semblable à une pompe à eau de chemise et se monte normalement sur le côté gauche du carter d'entraînement secondaire avant. La plupart des plateformes de forage, cependant, utiliseront le circuit d'eau de mer de la plateforme qui comprend ses propres pompes auxiliaires.
Le trajet de l'eau de chemise ou du liquide réfrigérant dans le système à échangeur de chaleur est très proche du système avec radiateur, sauf que ce trajet commence au vase d'expansion. Il y a dans le vase d'expansion assez d'espace pour que le liquide réfrigérant puisse se dilater quand il est à la température normale de fonctionnement. Il permet également de disposer de liquide réfrigérant supplémentaire pour alimenter le circuit des chemises. Le réfrigérant va du vase d'expansion à la pompe, en passant à travers le radiateur d'huile pour aller dans le carter de volant par le passage supérieur. Il passe ensuite par le refroidisseur d'admission pour aller dans le passage inférieur du carter du volant, dans le bloc cylindre. Des culasses, le liquide réfrigérant passe par des tuyaux pour aller aux chemises des collecteurs d'échappement et au boîtier de thermostat. Quand le moteur n'est pas à la température de fonctionnement et que les thermostats sont fermés, la circulation à travers l'échangeur de chaleur est bloquée. La plus grande partie du liquide réfrigérant passe directement dans le vase d'expansion et retourne à l'entrée de la pompe à eau. Quand le moteur est à sa température de fonctionnement, le thermostat s'ouvre et le liquide réfrigérant passe à travers l'échangeur de chaleur pour être refroidi. Sur certains circuits à échangeur de chaleur, le circuit d'eau de mer est différent. Le présent système avec échangeur de chaleur ne comporte pas, par exemple, de radiateur d'huile et de refroidisseur d'admission dans le circuit d'eau des chemises. En fait, ils sont placés sur le circuit d'eau de mer et refroidis par l'eau de la plateforme. Nous voyons ici ce genre de disposition avec de l'eau de brute ou de l'eau de mer. L'eau de mer passe par le refroidisseur d'admission, le radiateur d'huile et l'échangeur de chaleur. L'eau de mer, destinée à la salle des machines, peut être fournie par un collecteur d'eau de mer. Dans ce circuit, l'eau de mer va au refroidisseur d'admission, au radiateur d'huile, puis à l'échangeur de chaleur pour refroidir le circuit d'eau des chemises. L'eau est ensuite rejetée par une canalisation par-dessus bord. C'est le type de circuit à eau brute ou à eau de mer utilisé sur une plateforme de forage. Nous allons à présent repérer le trajet de cette même eau de mer sur un des moteurs de la plateforme de forage. L'eau de mer provient du collecteur d'eau de mer de la plateforme et pénètre dans le circuit par cette canalisation. Elle passe ensuite dans le refroidisseur d'admission. Elle quitte le refroidisseur d'admission et passe de l'autre côté du moteur. L'eau de mer passe ensuite à travers le radiateur d'huile. Elle repasse ensuite sur le côté gauche où elle pénètre dans l'échangeur de chaleur. Puis circule pour refroidir l'eau des chemises.
L'eau de mer est ensuite rejetée par-dessus bord par cette canalisation. Nous venons de voir un circuit à eau de mer. Voyons à présent le circuit d'eau des chemises dans le système à échangeur de chaleur. Voici le vase d'expansion qui est situé à l'avant du moteur. Ce vase d'expansion est relié à un vase d'expansion auxiliaire par la canalisation au-dessus. Le vase d'expansion auxiliaire procure un volume d'expansion supplémentaire. Ceci est la canalisation qui va du vase d'expansion à l'orifice d'entrée de la pompe à eau douce. Voici le vase d'expansion vu du côté gauche. Le vase comporte une jauge de niveau de liquide réfrigérant sur le côté. Les canalisations situées à droite sont les canalisations d'eau des chemises qui vont du boîtier de thermostat à l'échangeur de chaleur et retour. Celles-ci descendent et reviennent à l'échangeur de chaleur. Voyons ici les canalisations venant de l'arrière de la plateforme du moteur. Le liquide réfrigérant va du moteur à l'échangeur de chaleur, passe par le compartiment de refroidissement de l'eau des chemises de l'échangeur de chaleur, puis retourne au moteur. Examinons à présent la pompe à eau des chemises ou pompe à eau douce. Pompe à eau des chemises. La pompe à eau des chemises ou pompe à eau douce est située à l'avant du moteur et est actionnée par l'entraînement secondaire. Voici une pompe qui a été déposée du moteur. La fonction principale de la pompe est de déplacer un grand volume d'eau à basse pression à travers le circuit de refroidissement. La pompe est du type centrifuge, reconnaissable aux palettes situées sur le rotor. Le joint de la pompe est situé derrière le rotor. Cette pompe est entraînée par engrenage. Si le joint fuit, on verra du liquide réfrigérant s'échapper de cette ouverture, ou trou de fuite, à la base du carter de pompe. Si la fuite est trop importante, le joint doit être remplacé. Nous allons expliquer comment remplacer le joint de la pompe sans déposer la pompe du moteur. Changement du joint de pompe à eau. Référez-vous au manuel d'atelier, section démontage et montage, pour connaître les instructions complètes de démontage et montage de la pompe à eau douce. Le montage d'un nouveau joint figure également dans ces instructions. Pour changer le joint de la pompe à eau, déposez tout d'abord la canalisation ou le coude d'arrivée sur le couvercle avant. Quelques-unes des attaches ont déjà été retirées pour gagner du temps. Déposez le couvercle du corps de la pompe. Le couvercle comporte un joint et un joint torique. Après avoir déposé la goupille fendue, desserrez l'écrou qui maintient le rotor. Utilisez un extracteur pour séparer le rotor de l'arbre conique. Retirez à présent l'écrou et le rotor.
Déposez le joint en caoutchouc et la bague. Enfoncez le joint au carbone et redressez les pattes sur le boîtier en cuivre du joint. Ceci permet de déposer le joint au carbone et le souffler. Le joint au carbone s'effrite ou s'abîme facilement. Le manipuler avec soin. Enlevez à présent le soufflet. Le boîtier en cuivre ne doit pas être remplacé s'il est en bon état. Nous allons examiner de nouvelles pièces du joint. Voici la bague et le joint en caoutchouc. La surface polie de la bague est tournée vers l'extérieur contre le joint au carbone. L'autre côté comporte le numéro de pièce et se place contre le joint en caoutchouc. Les surfaces de la bague et du joint au carbone forment ensemble un joint. Le joint au carbone s'applique sur le soufflet qui va dans le boîtier en cuivre. Vous pouvez voir une des oreilles ou pattes sur le boîtier en cuivre. Les pattes maintiennent le joint au carbone et le soufflet dans le boîtier en cuivre. Nous n'allons pas monter un nouveau boîtier en cuivre. Nous installons un nouveau soufflet et le joint carbone. Attention, la surface polie doit être tournée vers l'extérieur. Enfoncez le joint et pliez légèrement les trois pattes. Attention à ne pas griffer la surface du joint au carbone. Mettre le nouveau joint et la bague en place. S'assurer que la surface polie jouxte le joint au carbone. Lubrifiez la bague avec une solution liquide savonneuse. Montez le rotor, la rondelle et l'écrou. Vissez l'écrou. Puis le serrez au couple voulu. Monter une goupille fendue en cuivre. Si nécessaire, resserrez un peu l'écrou pour aligner le trou de la goupille fendue. Montez le couvercle. Utilisez des joints neufs et un nouveau joint torique. Lubrifiez le joint torique avec de la glycérine et du savon liquide. Montez le couvercle en utilisant suffisamment de joints pour avoir un jeu de 5 à 20 millièmes de pouce, soit 13 à 50 centièmes de millimètre entre le couvercle et le rotor. Utilisez une jauge d'épaisseur pour vérifier le jeu. Vous venez de voir comment remplacer le joint sans déposer la pompe. La vidéocassette numéro 72 de formation après-vente Caterpillar donne des instructions complètes pour rénover les pompes à eau. Cette vidéocassette est disponible chez votre concessionnaire Caterpillar. Arrêt et révision. Thermostat.
L'eau des chemises quitte le moteur et pénètre dans le boîtier de thermostat. Les thermostats contrôlent la température minimum dans le moteur. Ils n'ont aucune influence sur la température maximum du moteur s'ils fonctionnent correctement. Dès que la température monte et ouvre les thermostats, ceux-ci restent ouverts jusqu'à ce que la température du moteur baisse à nouveau. Voici le boîtier de thermostat déposé du moteur. Le boîtier contient 4 thermostats qui sont logés dans les chambrages. Un joint à lèvres est placé dans chaque chambrage à l'intérieur du boîtier. Le chambrage positionne correctement le joint. Le joint se place tout autour du manchon du thermostat. Montez des joints neufs quand vous montez des thermostats neufs. Assurez-vous que la lèvre du joint est placée correctement. Cet outil spécial facilite l'installation du joint. Il n'est pas possible de voir le thermostat dans son joint dans le boîtier, mais ceci montre comment le joint se place autour du manchon du thermostat et comment le thermostat se loge dans le boîtier. Ne jamais faire tourner un moteur dont les thermostats ont été déposés, sinon le liquide réfrigérant retournera directement au moteur. Il ne sera pas dirigé vers l'échangeur de chaleur ou le radiateur pour refroidir. Ceci provoquera une surchauffe du moteur. Vérification de la température d'ouverture du thermostat. Pour vérifier la température d'ouverture d'un thermostat, placez le thermostat dans un récipient contenant de l'eau et chauffez-le pour augmenter la température. L'équipement que nous avons utilisé pour cette démonstration comprend le thermomètre à thermistor à gauche, une plaque chauffante avec mélangeur automatique et de l'eau dans un récipient. Le relais de température est relié au thermomètre et suspendu dans l'eau. Vous pouvez voir le mélangeur tournant au fond du récipient. Nous suspendons le thermostat dans l'eau. Vous pouvez utiliser un thermomètre au mercure. Assurez-vous qu'il enregistre des températures allant jusqu'à 200 degrés Fahrenheit ou 95 degrés centigrades. Faites monter la température de l'eau. Mélangez constamment l'eau pour maintenir une température uniforme. Les thermostats doivent s'ouvrir aux températures données dans les spécifications. Ce thermostat doit commencer à s'ouvrir à 170 degrés Fahrenheit ou 80 degrés centigrades avec une tolérance de plus ou moins 1 degré. Il doit s'ouvrir complètement à 195 degrés Fahrenheit ou 90 degrés centigrades. Ce thermostat commence à s'ouvrir à environ 170 degrés Fahrenheit ou 80 degrés centigrades. Il est presque complètement ouvert à environ 195 degrés Fahrenheit ou 90 degrés centigrades. La température de l'eau est à présent d'environ 200 degrés Fahrenheit ou 93 degrés centigrades. Une température d'environ 195 degrés Fahrenheit ou 90 degrés centigrades doit être maintenue pendant 10 minutes en spécifié. Vidange du circuit de refroidissement.
Les instructions de graissage et d'entretien du manuel d'atelier donnent des instructions détaillées sur la façon de vidanger ou de rincer ou nettoyer le circuit de refroidissement. Suivez les mêmes instructions pour remplir le circuit de refroidissement. Nous allons vous montrer l'emplacement des bouchons de vidange du moteur. Retirez le bouchon de vidange situé sur la pompe à eau. Retirez le bouchon de vidange situé sur le coude du radiateur d'huile. Et le couvercle de vidange situé sur l'arrière droit du moteur au-dessus du numéro de série. Voici le bouchon de refroidisseur sur un ancien moteur. Sur les moteurs récents, ce bouchon n'est pas le bouchon de vidange de refroidisseur d'admission. Sur les moteurs récents, c'est ce bouchon qui vidange le refroidisseur, ou celui-ci dans le coude du carter de volant. Il y a deux bouchons de vidange sur le côté gauche du moteur. Celui-ci est situé à l'arrière gauche. Et celui-ci à l'avant. Il y a un bouchon de vidange de liquide réfrigérant sur chacune des chemises des collecteurs d'échappement. Ici, dans la chemise gauche, et ici, dans la chemise droite. S'il est nécessaire de vidanger le moteur, n'enlevez que les bouchons de vidange ou les couvercles du circuit à vidanger. N'oubliez pas que vous pouvez avoir un circuit d'eau de chemise et un circuit d'eau de mer. Vérification du niveau de liquide réfrigérant. Vérifiez le niveau de liquide réfrigérant au début de chaque poste de travail et au moins une fois par jour. Certains vases expansion sont munis d'un contact de niveau de liquide réfrigérant. Certains contacts indiquent le niveau du liquide. Quand le niveau est insuffisant, rajoutez du liquide réfrigérant. Quand le niveau du liquide descend en dessous du niveau de sécurité d'utilisation, le contact actionne un dispositif d'avertissement, comme par exemple un témoin lumineux ou un klaxon. Il peut également arrêter le moteur. Sur les circuits avec radiateur, le niveau du liquide réfrigérant doit atteindre le fond de l'orifice de remplissage. Spécifications concernant le liquide réfrigérant. Pour ces spécifications, se référer au tableau de graissage et d'entretien figurant dans le manuel d'atelier. Dans les conditions normales d'utilisation, Caterpillar recommande une solution contenant 50% d'antigel et 50% d'eau douce. Deux types d'antigel peuvent être utilisés, l'antigel au glycol ou l'antigel Dothan 209. Si vous utilisez de l'antigel au glycol, le mélange 50-50 antigel eau douce doit comprendre 3% d'antirouille Caterpillar. Si vous utilisez de l'antigel Dothan 209, préparez un mélange 50-50 d'antigel et d'eau douce. De toute façon, le Dothan 209 contient de l'antirouille. Ne pas utiliser de l'antirouille avec du Dothan 209. Veillez à toujours disposer d'une solution normale de liquide réfrigérant pour l'appoint dans le circuit de refroidissement. Il faut également, toutes les 500 heures service, ajouter la quantité nécessaire d'antirouille dans le circuit d'eau des chemises.
Dans le cas contraire, et en cas d'urgence, vous pouvez ajouter temporairement de l'eau douce ou potable. L'eau douce est de l'eau dont le pH est compris entre 6,5 et 8 et dont la teneur en chlorure ne dépasse pas 1 millième. Avec un pH de cette grandeur, vous disposez d'une eau neutre du point de vue acidité et alcalinité. Ne jamais utiliser de l'eau salée ou de l'eau chimiquement adoucie. Pourquoi utiliser de l'antirouille? Comme vous le savez, la plupart des eaux, même l'eau potable, contient une très faible quantité de minéraux et d'impuretés. Ces minéraux et ces impuretés peuvent provoquer une oxydation ou un entartrage du moteur et des différents organes du circuit de refroidissement. Vous savez sans doute par expérience qu'un circuit de refroidissement oxydé et entartré sera à la longue la cause des problèmes de surchauffe. C'est pourquoi nous utilisons donc un anti-rouille pour réduire le dépôt de minéraux et maintenir nos moteurs propres. L'anti-rouille prévient l'oxydation, réduit les dépôts de minéraux, ne risque pas d'endommager les joints et les flexibles et maintient le circuit de refroidissement propre. Utilisez de l'anti-rouille, soit avec de l'eau douce ou un mélange 50-50 d'antigel au glycol et d'eau douce. Attention, ne pas utiliser avec du Dothan 209. Remarque. Électrodes en zinc pour eau brute. Dans de l'eau de mer ou de l'eau brute, il se produit un phénomène d'électrolyse qui a sur les différents organes du circuit de refroidissement un effet corrosif. Pour protéger les organes, des électrodes en zinc sont installées en différents endroits. L'action de l'électrolyse s'exerce donc sur les électrodes en zinc, protégeant ainsi les autres organes du circuit de refroidissement. Nous voyons ici l'emplacement des bouchons des électrodes en zinc à l'entrée et à la sortie de la pompe à eau brute. Les bouchons sont peints en rouge pour permettre une identification facile. Pour obtenir un degré de protection optimal, les électrodes en zinc doivent être vérifiées régulièrement et remplacées quand elles sont endommagées. Deux bouchons sont également situés sur les canalisations du refroidisseur d'admission. Déposez les électrodes en zinc pour les inspecter. Frappez-les légèrement à l'aide d'un petit marteau. Si l'électrode est abîmée, des copeaux ou de petites particules en tomberont, ce qui signifie qu'il faut remplacer l'électrode par une neuve. Ne pas utiliser d'enduit sur le filetage des électrodes ou des bouchons, étant donné que ces différents organes doivent être conducteurs électriques. Des électrodes neuves sont disponibles chez votre concessionnaire Caterpillar. Voici une électrode neuve. Ne jamais placer d'électrode en zinc dans un circuit d'eau de chemise. Ceci termine notre vidéocassette concernant le circuit de refroidissement des moteurs en V de 6 pouces 25 d'alésage.